Bienvenue dans Chronique d'une mandarine, des voix, des parcours, beaucoup de vie. Je suis Marie et je vous souhaite une bonne écoute. Aujourd'hui, je reçois Agnès. Pendant 16 mois, elle a accompagné son mari Bruno dans son combat contre un glioblastome. Derrière la maladie, il y a eu des traitements, des peurs, mais aussi les éclats de rire, les moments en famille, les promesses tenues et cette volonté de vivre jusqu'au bout. Aujourd'hui, Agnès nous raconte leur histoire, une histoire d'amour, de courage et une force incroyable. Bonne écoute. Bonjour Agnès. Bonjour Marie. Alors, la première question, c'est qui est Agnès aujourd'hui en quelques mots? Alors Agnès aujourd'hui, c'est une femme forte. Et je m'appelle Agnès, évidemment, j'ai 63 ans. Je vis à Marseille. Et voilà. C'est déjà bien, en plus on entend les cigales, donc ça fait du bien. Toi? Avant de parler de la maladie, à quoi ressemblait votre vie de couple avant? Une vie de couple normale, travail, maison, enfants, petits-enfants, normal quoi. D'accord. Et qu'est-ce qui caractérisait votre mari Bruno? Alors Bruno, c'était une personne pleine de vie, une personne aimante, une personne très empathique, une personne qui aidait tout le monde. Il avait cette joie de vivre, cette force. Il rigolait tout le temps, jamais en colère. C'était un amour, quoi. C'est une joie de vivre, un rayon de soleil. Et on va parler du jour où tout a basculé. Est-ce que vous pouvez me raconter ce jour-là? Alors ce jour-là, je reçois un appel téléphonique de son chef de service. Bruno était chauffeur de bus. Et son chef m'appelle en me disant Madame Lombardo, je fais transférer votre mari à la Timone parce que j'ai une suspicion d'AVC. Donc Bruno est en train de conduire son bus et Bruno a perdu le contrôle, il n'arrivait plus à parler, donc suspicion d'AVC. Donc évidemment, il est transporté par les pompiers à l'hôpital de la Timone. Et là, bien évidemment, toute la journée, j'appelle parce qu'en urgence, on vous donne pas de nouvelles. Et puis finalement, j'ai quelqu'un qui me dit, on lui a fait un IRM et il a une boule dans le cerveau, enfin, dans la tête. Donc, à voir. Et voilà, ça a commencé comme ça. Et, donc il n'a pas fait de crise d'épilepsie, il a fait un AVC. Il a Non, fait une crise d'épilepsie derrière. son chef avait une suspicion d'AVC, mais non, c'est une crise d'épilepsie. Il arrivait D'accord. il était incohérent, il se rappelait plus, il avait son volant dans les mains, il se rappelait plus les boutons qu'il fallait pour remettre le bus en marche. En fait, il a fait une crise d'épilepsie. D'accord. Oui, consciente, mais crise d'épilepsie quand même, quoi. Voilà. Ok. En fait, donc là, vous arrivez à la Timone. Et à quel moment vous comprenez que la vie sera plus jamais la même? Alors, c'est pas ce jour-là, c'est le jour où on lui a fait cet IRM. Ils ont trouvé évidemment cette masse dans la tête. Et donc, suite à ça, ils l'ont transféré en service, en service d'oncologie. Et rendez-vous avec l'oncologue. Donc, c'est à ce moment-là, rendez-vous avec l'oncologue, que les mots sont tombés, glioblastome. Okay. Qu'est-ce que c'est qu'un glioblastome? C'est quoi? Ouais. Eh bien, qu'est-ce que c'est un glioblastome? Expliquez-le, parce que peut-être il y a des gens qui ne savent pas ce que c'est. C'est un cancer du cerveau, mais un cancer foudroyant, un cancer qui ne se guérit pas. Alors oui, on va pouvoir prolonger un peu, on va dire, on va
on va faire des soins de confort. On lui a fait une exérèse qui n'était pas totale. On lui a enlevé que la moitié de son glio parce que le reste était bien incrusté dans le cerveau. Donc, je vous dirai après tout ce qui s'en est suivi. Voilà, une glioblastome, c'est une maladie dont on ne guérit pas. Et vous avez ressenti quoi quand l'oncologue pose cette question? Lui et vous, vous avez ressenti quoi? Lui, il a regardé l'oncologue, il m'a regardé. En fait, on était dans le déni. En fait, on comprenait pas. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Comment? Donc évidemment, on commence à poser les questions. Et mon instinct premier, c'est de dire à l'oncologue, vous allez sauver mon mari. Et il m'a répondu, non madame, je viens de vous expliquer qu'on ne guérit pas de cette maladie. C'est terrible d'entendre des mots comme ça, parce qu'on se prend une chape de plomb sur la tête, on se demande, mais qu'est-ce que c'est? Pourquoi? Et c'est là qu'il dit, il y en a minimum pour 15 mois. Effectivement, c'était 16 mois. Et là, ça a commencé, on va dire, la descente aux enfers, parce que nous, en tant qu'aidants, on est conscient que ça va être la fin. Lui qui est malade, il le sait. Il le sait, il vit avec. Il fait tout avec. Il ne s'est jamais plaint. Jamais un mot plus haut que l'autre. Il aurait pu, quand il était sous chimio, il était malade, il aurait pu dire j'en ai marre. Non, jamais. Il s'est battu comme un guerrier jusqu'à la fin. C'était, de toute manière, on l'appelait le guerrier. C'était, et puis on faisait force et courage. C'était notre signe dès qu'on sentait qu'on baissait un peu, que ça allait pas trop bien, que force et courage. C'est voilà, force et courage. Et donc, vous connaissiez cette maladie avant que ça arrive là? Non, Non, mais pas du tout. Ouais. C'est quoi un glioblastome? C'est un cancer du cerveau qui ne guérit pas, quoi. Ouais. Qui, pour le moment, ne guérit pas. On va croiser les doigts qu'un jour il guérit. Bien sûr. Ouais. Et donc là, vous m'avez parlé un petit peu de la partie guerrier. Et sur les premières semaines, c'est quoi qui a été le plus difficile pour surtout à vous, Agnès? Alors moi, les premières semaines, le plus difficile, ça a été de comment je pourrais expliquer? Ça a été de me mettre en tête, quoi, dans ma vie, d'inclure ça dans ma vie et toutes les questions qui vont avec comment je vais faire, qu'est-ce que je dois faire, qui je dois aller voir, où je vais trouver de l'aide, comment, pourquoi, toutes ces questions qui, au fur et à mesure, évidemment, on trouve les réponses et on fait suivant. C'est le cœur qui parle, en fait. Moi, j'ai vécu cette maladie avec Bruno en fonction de lui. J'ai suivi tout ce que lui avait besoin. J'étais là pour lui donner tout ce qu'il avait besoin. Je lui ai donné mon amour, en fait. Je lui ai donné, pendant ces 2 ans qui sont passés, tout ce qu'il fallait lui donner, le bon, le mauvais, les crises de pleurs, évidemment, parce que devant lui, non, mais quand je me retrouvais seule avec moi-même, oui, évidemment que les larmes, l'incompréhension, les larmes coulent, mais on ressort de là encore plus fort parce que quand je rentrais dans la chambre, une fois que j'avais bien pleuré, que j'étais bien, je rentrais dans la chambre et je le voyais, je me disais, mais j'ai pas le droit. Je n'ai pas le droit. Lui ne pleure pas, moi, je n'ai pas le droit de pleurer. Il ne faut pas pleurer. Je dois être forte pour lui. Et effectivement, on a fait ça pendant 2 ans, jusqu'à temps qu'il ne puisse plus, il n'arrivait plus. Oui, oui. Mais vous avez fait quoi exactement? Genre, vous avez fait quoi? Qu'est-ce que vous faisiez? Hormis, on va dire hormis parce que c'est quand même une grande partie, le traitement, la chimiothérapie, la radiothérapie. Après, on lui a fait une cure d'Avastin. C'est une cure, je ne sais pas si vous connaissez.
Non. Alors, on va dire que c'est une cure expérimentale qui se fait depuis une dizaine d'années. Aux États-Unis, c'est déjà actif, mais en France, on n'a pas encore l'accord de le faire. Donc, on demande l'accord aux familles de pouvoir injecter ce produit. Alors ça, évidemment, il y a le pour, Ah non. Ouais. il y a le pour, il y a le contre. On se pose des questions parce qu'on vous donne tous les effets secondaires. On vous dit que c'est pas le remède miracle, mais ça peut. Alors, ça tourne dans la tête. Qu'est-ce que je fais? Je signe pas, je dis oui, je dis non, je fais quoi? Je demande l'avis. Et puis un jour, au final, j'ai téléphoné à son médecin traitant, qui le connaît depuis qu'il est tout petit, et je lui ai posé la question. Il m'a dit, textuellement, de toute façon, qu'est-ce que tu as à perdre? Oui, mais bon, Donc, c'est oui, toujours dur. c'est toujours dur. Donc, j'ai signé. Évidemment, j'ai signé. Et de là, on aurait dit le remède miracle, en fait. Il a recommencé à parler, il a recommencé à marcher avec l'aide du kiné, avec l'aide de l'orthophoniste, il a recommencé à se servir de sa main. Et là, on s'est dit, mais on est dans le déni, en fait. On s'est dit, et puis c'est là que l'oncologue dit non. Non. Ah, C'est non. Donc, IRM, évidemment, la tumeur, elle n'avait plus bougé. Pendant 2 mois, c'était tranquille. Et puis, c'est revenu. Ouais. Ça, voilà. Après, alors, comme je vous disais, hormis les traitements, il y avait à la maison, il y avait le quotidien de la maison, évidemment, les toilettes, les repas, les douches, les pipis, évidemment, et puis tout ce qui va avec. On le stimulait toute la journée, on jouait avec lui, on rigolait. Et puis, mon truc, c'est que le matin, quand je rentrais dans sa chambre, je rentrais en chantant et en dansant. Et notre chanson, puisque vous allez me poser la question, je pense, c'était I like move it, move it. Alors, je rentrais et je dansais. Alors, il ouvrait les livres et jusqu'à la fin, ça a été ça. C'était notre. Donc, on rigole, on parle, on mange, on joue, on rit, on chante toute la journée. On le motivait parce que par moments, évidemment, il était fatigué, il n'avait pas envie. Donc, obligé, assis, pas couché. Allez, on s'assoit, on bouge. Quand le kiné arrivait, allez, on se lève. Non, j'ai pas envie. Si, on se lève, on marche. On faisait les choses dans la joie et la bonne humeur, on va dire. Et oui, parce qu'il faut le faire dans la joie et la bonne humeur, parce que ça donne de Exactement. la bonne humeur à tout le monde. Et donc, voilà, est-ce qu'il y a des gens qui, à vous ont aidé? Est-ce que vous êtes allé consulter des psys, vous avez parlé à des amis, à vos enfants? Comment ça marchait? Alors, mes enfants, oui, ont été présents, notamment ma fille a été présente depuis le début. Ma fille, au début, c'est elle qui l'a menée aux chimiothérapies. C'est elle qui l'a menée à sa première radiothérapie. Ma fille s'est beaucoup investie. Et sinon, j'ai, mes amis et quelques membres de ma famille. Mais bon, après, comment je pourrais expliquer? Les gens au contact de la maladie, je ne sais pas s'ils ont peur, s'ils ne veulent pas écouter. Alors, on essaie de parler, mais quand on voit qu'en face, on n'a pas de retour, on n'a pas de... on arrête. On arrête et on reste entre nous, quoi. Et puis, on a fait ça jusqu'au bout. Donc, oui, effectivement, il y avait ma fille, il y avait mon fils, bien sûr, il y avait les petits. Alors, mes petits-fils ont été présents du début jusqu'à la fin. Ils ont été, ce sont des enfants exemplaires, des garçons exemplaires. Ils ont accepté, c'est un bien grand mot, ils étaient là. Donc, automatiquement, quand la maladie est tombée, il n'y avait pas d'autre choix que de les mettre au courant. Et tout au long quand on revenait de chimio, quand on avait rendez-vous avec l'onco,
Ils attendaient. Alors, qu'est-ce qu'il a dit? Alors, qu'est-ce qui se passe? Alors, comment il va? Alors, ils ont participé à tout, du début jusqu'à la fin. Voilà. Ouais, ça Et lui a donné aussi de la bonne humeur aussi, peut-être. c'est ça. Et Ouais. puis, vous savez, j'avais une caméra que je mettais devant moi dans mon salon quand je venais me poser sur mon canapé, une caméra pour le surveiller. Et par moments, je fixais la caméra et je voyais un de mes petits-enfants qui allait se mettre dans ses bras, mais sans rien dire à personne, sans savoir que je le voyais à la caméra. Bon, plusieurs fois, j'ai pris des photos de ça parce que c'est émouvant. Et il se couchait dans ses bras, il se mettait dans ses bras, il se levait dans ses bras et Bruno l'attrapait avec son bras valide, il l'attrapait. Ça, c'est puissant, c'est mignon, c'est très trop mignon. Oui. On leur fait un gros bisou parce que ça a dû lui faire beaucoup de bien. Et est-ce qu'il y a durant cette période, vous avez eu des moments de bonheur, vous en parlez, et des moments de rire. Et est-ce qu'il y a eu des moments voilà, où ça a été très très dur pour vous? Très dur pour moi, oui. Mais je l'ai montré à personne, j'ai gardé pour moi. Ouais, ce que je vous disais, vous avez pleuré dans votre coin, mais c'était pas possible. Quand on se rend compte que à la finalité de tout ça, il sera plus là. Et qu'on est, malgré ça, malgré qu'on le sait, on est obligé de continuer à faire semblant, non, parce que je ne faisais pas semblant, je le faisais avec mon cœur, mais on est obligé de l'accompagner, d'être là, et d'être là de bonne humeur et joyeuse, quoi. C'est pas, je voulais pas qu'il ait devant lui quelqu'un qui pleure, quelqu'un qui se laisse aller, quelqu'un qui, non, pas du tout. Pas du tout. Donc, c'était rigolade sans arrêt. Même quand il avait pas envie de rire, on rigolait quand même. Et qu'est-ce que vous auriez aimé entendre par quelqu'un ou par un professionnel à cette époque qui vous auriez fait du bien à vous? Et qu'on le guérisse, qu'on trouve un remède. Mais ça, c'était l'espoir. À chaque fois que j'arrivais là-bas, c'était l'espoir. Quand on attendait les résultats d'IRM, qu'on allait voir l'oncologue, c'était l'espoir. Quand je voyais sur l'écran les clichés de son crâne, quoi. C'est terrible. C'est terrible. Et on prend... lui, il comprenait plus vers la fin. Il avait plus cette notion de... le pauvre, il était dans un autre monde. Mais nous qui sommes conscients et qui voyons ça et que on voit que ça se détériore et qu'au final, l'oncologue a raison, c'est dur. Ouais, je Très comprends. dur. C'est très Tout à dur. fait. Et votre mari, lors de la difficulté, de la faim, il a souhaité rester à la maison jusqu'au bout. Pourquoi c'était important pour lui de ne pas aller en soins palliatifs à l'hôpital? Je pense qu'il avait peur de mourir tout seul. Je pense. Ouais. Il était diabétique et un soir, son diabète est monté en flèche. Donc, j'ai appelé le SAMU qui sont venus le chercher et il avait énormément de mal à s'exprimer. Il a crié comme... il s'est mis à crier comme... ça m'a crevé le cœur, comme une bête aux abois, quoi. Non. Alors, je lui dis, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Il faut qu'on te soigne. Parce que là, le diabète, tu peux pas. C'est pas possible. Donc, on l'a transporté à l'hôpital. À l'hôpital, on lui a fait tous les tests aux urgences. Et on l'a transféré dans un hôpital pour son diabète. Il est resté une semaine là-bas. Pendant une semaine, il m'a fait la gueule. J'allais le voir tous les jours. J'étais là tous les matins et je partais le soir après son repas. Je m'occupais de lui toute la journée parce qu'évidemment, il ne voulait pas que les infirmières le touchent. Il avait quand même l'intimité qu'il ne voulait pas. Il voulait que ce soit moi et il n'avait pas le choix de toute façon. Donc, j'arrivais le matin, je me mettais devant la porte, je le regardais et je faisais « Papo ». On l'appelait Papo. « Papo ». Il tournait la tête, il me regardait « I like a movie ». Et je rentrais dans la chambre en dansant, les infirmières, elles étaient mortes de rire. Eh ben non, il me faisait la tête. Hein. J'ai dit, mais quand même, pourquoi tu me fais la tête? Je suis là. Et voilà, quoi. Ouais, et le soir, il ne voulait pas que je parte, évidemment. Donc, c'est pour ça, je pense qu'il avait cette angoisse, cette peur de
de partir tout seul. Ouais. Il en était conscient aussi On était conscient, qu'il bien allait sûr. partir. Bien sûr, bien sûr. Et donc là, vous respectez le choix qu'il rentre à la maison après cette hospitalisation, c'est ça? Tout à fait. Ben, du début à la fin, en fait, il a été hospitalisé juste quand on lui a fait l'exérèse, quand on lui a enlevé la moitié du glio. Et donc après, il est rentré au bout d'une semaine. Et puis après la semaine d'hospitalisation pour le diabète, il est rentré à la maison aussi, oui, bien sûr. Ouais. Oui, donc il rentre et est-ce que vous pouviez est-ce que ça a été la plus belle preuve d'amour que vous lui offrez, d'accepter qu'il reste à la maison et que, beh, il décède avec vous? Oui, tout à fait. Tout à fait. Ouais. Donc Pour moi, c'était impensable d'aller contre ça. Je ne pouvais pas. Pour moi, c'était respecter ses souhaits et puis respecter le respecter en tant qu'être humain déjà, le respecter en tant que mon époux, et puis me dire parce que on m'a dit il est resté 10 jours dans le coma, et certaines personnes qui venaient à la maison me disaient mais tu es une égoïste. Ben pourquoi explique pourquoi je suis égoïste. Parce que il est dans le coma et tu le laisses là. J'ai dit mais je le laisse là parce que je lui ai promis. Oui, non, mais là, il est dans le coma, il ne se rend pas compte. Mais moi, je m'en rends compte. Moi, je le sais. Je ne pourrais pas vivre avec et me regarder dans un miroir en disant je lui ai promis qu'il resterait à la maison jusqu'à la fin, et puis dès qu'il est dans le coma, je le fais partir à l'hôpital. Non, non, c'est pas possible. C'est pas possible. Et avant de rentrer dans le coma, je l'ai vu qu'il allait partir. Il était assis dans son lit, donc il est médicalisé évidemment avec le staff médical et compagnie. Et je rentre dans sa chambre, je le regarde et je l'ai vu à son regard qu'il était en train de partir. Je me suis approchée de lui. C'est émouvant ce que je vais vous dire, mais c'est très important parce que c'est le dernier échange qu'on a eu en fait. Je l'ai pris dans mes bras, j'ai mis ma tête contre la sienne et doucement, je lui ai dit Papo, Papo, I like movie. Dernier souffle, movie, il m'a dit. Et il a serré la main et puis il est rentré à le coma et ça a duré 10 jours. Ouais. Voilà, donc pour I moi, like movie. I like movie. C'était Et notre. jolie chanson. Et Oui. qui met de l'ambiance et qui met le baume au cœur quand on l'entend. Surtout Et quand on pense. c'est ça. Et donc il s'est battu, il est décédé 16 mois après. Oui. Qu'est-ce qui a comment vous avez vécu le départ? Comment vous l'avez vécu? Ça va être peut-être dur ce que je vais dire, mais ça a été un soulagement. Un soulagement pas pour moi, mais pour lui. Parce qu'il était arrivé à un stade où il parlait plus, il mangeait plus, il était en couche. Je le lavais dans le lit, que avant je ne pouvais le mettre sur son fauteuil roulant, l'amener dans la salle de bain, dans la baignoire, lui faire la douche dans la baignoire. Là, c'était plus possible. Donc il mangeait plus tout seul, je le faisais manger, c'était plus une vie pour lui. Pour un guerrier comme lui, qui a toujours été actif, c'était un grand gaillard de 1m90, de 120 kilos, se retrouver, c'était plus possible. C'était un soulagement par respect pour lui. Ouais. Ça pouvait plus durer. C'était D'ailleurs, le dernier jour, je lui ai dit, parce que même qu'il était dans le coma, on lui parlait quand même, on le caressait, on jouait, on lui mettait la musique, on dansait autour de lui. Bref, le dernier jour, je lui ai dit, il est temps, Papo, il est temps. Vas-y, va-t'en, pars. Voilà, c'est toujours dur, mais c'est sûr que ça a pu le soulager fort. Oui. Ouais. Et on va parler de vous en tant que proche aidant. Quel serait le message que vous souhaiterez adresser aux proches aidants qui nous écoutent? Alors, je souhaiterais adresser un message déjà d'amour, de les aimer, de les respecter surtout, de respecter leurs choix, d'écouter ce qu'ils disent et de rien lâcher.
d'être à leur côté, de rien lâcher, de tout faire en fait, des vidéos, des photos, des gâteaux, même s'il n'a pas le droit de ça, c'est pas grave, on mange quand même. Bruno avait pas de chocolat, mais chocolat c'était sa passion, donc par moment il me regardait, il me disait chocolat. Ben oui, chocolat, allez, chocolat, on y va, chocolat. Voilà, c'est d'être, et puis de toujours avoir le moral et le sourire, c'est très important. Même si le cœur saigne, il ne faut pas le montrer. Même si la personne malade le sait, puisqu'il le savait que j'étais malheureuse et que, mais non, il ne faut pas. Il faut toujours le sourire, sans arrêt, tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est très important. Ouais, mais bon, c'est vrai que c'est dur des fois de l'avoir, le sourire, mais ça se voit que vous l'avez eu durant tout le... Et bon, la chanson, c'est sûr que ça vous a accompagné, que c'est... Je le redis, mais cette chanson, elle donne le sourire. Et d'avoir eu autant de monde autour, ça devait être bien, ça devait vous donner aussi la force à lui et à vous. Ouais. Exactement. Et si vous pouviez vous adresser à vous, le premier jour où vous l'avez annoncé, on vous l'a annoncé, qu'est-ce que vous auriez aimé lui dire? À Bruno, Non, à vous, à le moi, jour où vous l'apprenez à... j'ai de ce jour-là, comme souvenir, j'ai de l'incompréhension, comme si je tombais dans le vide, en fait. Je me suis dit, mais où je vais? Comment je vais faire? Donc là, ce que je me dirais, c'est ce que j'ai fait pour moi, c'était ce qu'il fallait faire. Donc, sois forte et fonce. Ouais, Force ça et c'est sûr. courage. Et vous l'avez fait, hein. Oui, Vous je l'avez l'ai fait fait. à 100%. Oui, Et ça, je c'est sûr l'ai que... accompagné jusqu'à la fin avec mes petits-enfants. On lui tenait la main jusqu'à la fin. Il est décédé à 1h du matin, son dernier souffle. Et puis, il est parti paisible parce que automatiquement, le sourire s'est mis sur... Le sourire, c'est le visage apaisé, un peu... Et là, les larmes ont coulé, évidemment. On lui a dit au revoir et on lui tenait les mains. Et puis voilà, on l'a accompagné jusqu'à sa dernière demeure. Et puis après ça, j'ai pu me permettre de craquer. Mmh. Ouais, oui. Mais ça fait depuis combien de temps qu'il est décédé, Bruno? Ça fait 7 mois. Il est décédé le 21 janvier. Ah, oui, Donc, c'est tout donc frais. c'était il y a pas longtemps. Il n'y a Oui, pas ça longtemps. c'est sûr. Ouais. Mais bon, vous êtes soutenu par votre entourage, vos enfants, vos petits-enfants? Non. Ouais, J'ai mes amis j'ai mes 2 meilleurs amis, c'est Gérard et Roger. Je dis les noms parce que j'ai besoin de les dire. Et puis ma nièce Laetitia qui sont, je ne vais pas dire H24 parce que ça serait abusé, mais pratiquement H24 à mes côtés. Donc ça me permet d'avancer, de voir la vie, quoi, en fait. C'est ce qu'il aurait voulu de toute façon. ouais. Et puis je dois être égale à moi-même, quoi. C'est vrai que je craque, évidemment que je craque. Je ne suis pas On un a le robot, droit. évidemment. Mais j'ai quand même cette force d'envie de vivre quand même, malgré tout. Mais oui, c'est sûr, c'est sûr. Et il faut continuer à vivre. Et surtout quand on Et a vécu ça, on se dit, mais on n'est rien sur la Terre en fait. On est là tranquille, on vit sa vie tranquille, et puis d'un coup, il vous tombe ça sur la tête, mais ça tombe dans votre vie comme, on va dire, comme un cheveu au milieu de la soupe. C'est terrible. ouais, je comprends complètement. Et on arrive presque à la fin, mais si votre mari il pouvait entendre cet épisode aujourd'hui, qu'est-ce que vous aimeriez lui dire? Je Je suis fière. t'aime. Je t'aime et je suis fière de toi. Ouais. Et on a 2 dernières petites questions, qui sont les questions, que je pose à chaque invité. Aujourd'hui, qu'est-ce qui vous donne envie de vous lever le matin? Ce qui me donne envie de me lever le matin, en fait, j'ai envie de dire pas grand-chose, mais la vie.
Je suis à la retraite, donc j'ai plus de travail. Je vois plus mes petits-enfants. Je vois plus ma famille. Je me lève le matin, en fait, pour moi déjà. Et puis, pour lui rendre hommage aussi. Et pour lui dire, tu vois, je suis là et je resterai là. Et forte comme j'ai toujours été avec toi. Et je continuerai. Et voilà, je sais pas quoi vous dire, en fait. Là, j'ai toujours du mal à parler de moi, en fait. Je sais Ouais, pas. ouais. Mais c'est sûr, ça doit être difficile après. Et bon, mais voilà, après, il y a des professionnels de santé qui peuvent accompagner sur des moments comme ça. Genre, vous êtes tellement été à ses côtés que ces gens-là, hein, je pense à Bénédicte qui s'est fait aider. C'est vrai qu'il y a des psychologues qui peuvent être présents et vous accompagner sur des moments comme ça, des moments durs. Parce que, ben voilà, cette combattante et ce combattant ont combattu. Mais maintenant que le combat il est fini, faut aussi peut-être aller voir quelqu'un qui peut-être vous aidera à parler de vous et à extérioriser ces 16 mois, quoi, parce que c'est sûr que c'est compliqué. Et après, il y avait une dernière question, mais je connais ça, c'est quelle était la chanson qui a accompagné cette période et qui l'accompagne toujours, et je pense qu'elle accompagne toujours parce que vous pensez toujours à Bruno, c'est I Like to Move It. C'est ça, c'est ça. Ouais. Et Et d'ailleurs, pourquoi avoir choisi c'est celle-là? comme ça qu'elle a été chantée. Ouais, Elle a mais pourquoi Mais l'avoir parce choisie? il adorait cette chanson et puis c'est Ah, venu comme ça. Je sais pas, ça a été notre force et cri courage. de Et guerre. à Like Move, il se régalait quand que je rentrais à la chambre en dansant, en Oh, chantant. Et voilà, je sais pas pourquoi cette chanson, il adorait cette chanson. bon, on pense fort, 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 fort à lui. Et merci beaucoup Agnès de cette interview. Eh ben, je vous dis merci à vous parce que j'avais besoin de parler et ça fait énormément de bien. Je vous remercie beaucoup. Bonne journée. Au revoir Merci. Agnès. Au revoir, Marie. Si cet épisode vous a touché, n'hésitez pas à le partager autour de vous. C'est grâce à vous que ces témoignages pourront continuer à être entendus. Et si vous souhaitez soutenir Chronique d'une mandarine, vous pouvez laisser un avis sur votre plateforme d'écoute. C'est un petit geste qui aide énormément le podcast à faire connaître ses parcours de vie. Merci d'avoir partagé ce moment avec nous. À très bientôt pour un nouvel épisode de Chronique d'une mandarine. Avant de terminer cet épisode, j'ai une petite demande. Si vous écoutez ce podcast et que vous avez vous aussi une histoire liée au cancer ou à une autre maladie à partager, n'hésitez pas à me contacter. Que vous soyez patient, proche, soignant ou membre d'une association, votre témoignage peut faire du bien à quelqu'un qui traverse la même épreuve. Retrouvez-moi sur Instagram, @chronique d'une mandarine. J'aurai beaucoup de plaisir à échanger avec vous. À très bientôt pour un nouvel épisode de Chronique d'une mandarine.